sujet, ça soit qu'on m'ait demandé de parler de la sensibilisation et de l'intégration des personnes handicapées dans une équipe de travail, parce que, on va le voir, c'est un point qui est central. Alors, deux mots avant, pour comment se passe la question du handicap à la RATP, parce que je suis ergonome depuis 10 ans à la RATP. Faut savoir que, à la différence de pas mal d'entreprises, nous, plutôt que de verser les fonds à la GFIP, il faut savoir que nous, tous les 3 ans, il y a un protocole qui est d'accord, qui est signé avec les organisations syndicales, qui fait que le budget est conservé en interne, sous réserve que soit mise en œuvre un certain nombre d'actions, que ce soit à travers la formation, des aménagements de postes, de situations de travail pour les personnes en situation de handicap. Et juste pour vous donner une petite idée du budget, ça représente 1 million d'euros en termes de budget. Et on est à un taux d'employabilité aux alentours de 4,5%. Voilà. La sensibilisation, comme je disais, puis on en parlera, on verra que c'est un point vraiment crucial. Il y a 10 ans, il y avait des aménagements de postes qui se faisaient, et puis il y avait une décorrélation qui était faite avec les personnes qui faisaient de la sensibilisation. Alors pourquoi on a décidé, nous, de reprendre la main? Pour plusieurs constats. Déjà, le premier constat, c'est de faire simplement de l'aménagement de poste. On en parlera, on verra que ça ne fonctionne pas nécessairement. S'il n'y a pas justement toute cette action de sensibilisation qui va venir graviter autour. Un autre point, c'était, il y a des cabinets, on parlait tout à l'heure, on précisait pareil, des cabinets qui font de la pub. Nous, on a eu des cabinets qui vous expliquaient comment surtout faire pour ne pas embaucher de personnes en situation de handicap, sous couvert de la sensibilisation. Et puis on avait aussi, ce qui m'horripile particulièrement, c'est tout ce qui est faire ce que j'appelle moi aujourd'hui du misérabilisme. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui viennent et qui pendant plus d'1 heure commencent à essayer de vous faire, je fais de la pub pour Kleenex, mais limite au bout d'1 heure vous font sortir les mouchoirs, à vous dire que les personnes handicapées ce sont des personnes qui souffrent et tout ça. Non, pour nous il était vraiment temps de reposer le débat, puis on constatait, c'est un constat d'échec. Au regard de l'analyse des données, notamment, on constatait que les personnes, malgré qu'on ait fait des aménagements de poste, c'était des personnes où il y avait un absentéisme relativement important. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, de ce fait-là, on a mis en place une action de sensibilisation que je vais vous présenter. Et l'un des premiers points qui est fondamental, et ça a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, c'est toutes les représentations qui sont liées au handicap. Quand on demande aux gens, alors moi quand je commence une action de sensibilisation, que je rentre dans la salle, je dis ça va les handicapés? Juste histoire de choquer un petit peu les représentations. Et puis quand on demande aux gens, pour vous c'est quoi une personne en situation de handicap ou une personne handicapée? La première chose qui vient, c'est le stéréotype, c'est le fauteuil ou la canne blanche. Alors moi je leur dis c'est bien, mais les personnes à mobilité réduite, c'est seulement 2%. Et comme disait mon prédécesseur, 90% des handicaps sont des handicaps qui sont invisibles. Pourtant, ça cristallise, le handicap cristallise tout un certain nombre de représentations. Par exemple, on va vous dire, les personnes handicapées, c'est des personnes fragiles, c'est des personnes qui sont incapables de faire quoi que ce soit, il y a de l'absentéisme, c'est des personnes qui sont plus lentes que les autres, ça va être compliqué pour venir au poste. Ça cristallise tout un ensemble de représentations qui sont complètement faussées, complètement galvaudées, et qui, du coup, ont une vraie répercussion, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent quoi? Ce discours il est en opposition avec ce qu'a attendu notamment dans l'entreprise, à savoir l'adaptabilité, la mobilité et les logiques de performance. Donc on voit bien qu'à travers la présentation qu'ils ont du handicap, ça s'oppose à la logique d'entreprise. Pourtant, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de s'amuser à regarder l'étymologie du handicap. Parce que c'est quand même intéressant de s'amuser à regarder un peu l'histoire. Donc le terme handicap, à la base, ça vient d'un jeu qui s'appelait Hand in the Cap, qui veut dire main dans le chapeau. Donc c'était un jeu qui était joué sur les champs de course. Et puis petit à petit, c'est devenu un terme hippique et encore d'actualité aujourd'hui. Donc pour signifier le poids que les coureurs les plus performants devaient joindre à leur monture pour favoriser l'équité entre les participants. Donc c'est toujours d'actualité, il y a encore sur les champs de course, on parle de handicap quand on rajoute du poids aux montures. Et puis en fait le terme handicap à ses prémices c'était une logique de performance, et puis petit à petit ça s'est substitué au langage de l'infirmité, et notamment aux personnes qui sont atteintes d'une déficience. Alors si on regarde aussi l'aspect juridique, qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée? Au regard du Code du travail, c'est toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. Oui, parce que les formes de handicap, c'est pas simplement la personne en fauteuil, bien au contraire. Et comme le disait mon prédécesseur, on a de plus en plus de handicap qui est lié au handicap mental notamment.
Alors bien sûr, il y a aussi tout ce qui est physique, à travers les maladies internes, les maladies d'atteinte sensorielle, et puis les handicaps moteurs. Donc voilà, il y a toute une réalité derrière, il y a toute une variété. Et il faut arrêter de cristalliser, notamment dans les actions de sensibilisation. Alors j'ai rien contre, c'est vrai que c'est toujours mieux que rien, mais quand vous faites une action de sensibilisation et que pendant 2 heures on va faire essayer un fauteuil roulant à des gens, c'est dommageable, parce qu'à nouveau, on va faire quoi? On va ne faire que renforcer les stéréotypes qui sont véhiculés par le handicap. Alors que, et ça c'est ce qui va essentiellement intéresser mes collègues ou futurs collègues ergonomes, c'est que l'approche ergonomique, elle se centre sur la classification de Wood, qui distingue bien, alors là je pense que j'apprends rien à personne, 3 niveaux qui sont la déficience, l'incapacité et le handicap. La déficience étant l'atteinte ou la lésion, l'incapacité étant ce qui correspond à la réduction de la capacité par rapport à une norme dite à bien à mettre entre guillemets normale, et le handicap de ce fait-là, c'est la répercussion dans la situation. Donc nous, tout l'enjeu, c'est de questionner, d'interpeller la situation. Un exemple très concret, moi ce que j'aime beaucoup dans cette approche-là, j'aime beaucoup cette approche parce que bon, c'est une approche par l'activité, nécessairement, donc le rôle d'un ergonome. Ce qui est intéressant par cette définition-là, c'est qu'on est tous potentiellement en situation de handicap. Moi j'ai un exemple que j'aime beaucoup sortir, c'est j'ai une amie qui est sourde et qui pratique la lecture labiale. Et quand on est dans le métro, un truc qui est très rigolo, c'est qu'à un moment donné, quand le métro est en phase de freinage, il y a énormément de bruit dans le métro, donc on ne s'entend pas parler. Donc là, c'est nous qui sommes en situation de handicap. Par contre, elle qui pratique la lecture labiale, vous pouvez être en train de lui parler, elle va tout de suite comprendre. Donc de ce fait-là, la personne en situation de handicap, c'est nous. Et cette définition, elle doit nous inviter à réfléchir, à se dire que potentiellement, les personnes en situation de handicap, c'est nous tous. Moi, je mettrais un petit bémol quand même à cette classification, c'est les termes déficience, incapacité. Je pense que quelque chose qui joue beaucoup aujourd'hui sur la problématique du handicap, c'est les représentations négatives à travers l'étymologie. Quand vous commencez à parler d'une personne et dire que la personne elle a une déficience, tout de suite, je peux vous assurer que les premières représentations dans la tête des gens, c'est de se dire la personne a un problème, donc elle est moins capable d'eux, et on retombe dans les représentations qu'on a déjà évoquées préalablement. Donc, plus que de parler de la situation de handicap, en tant qu'ergonome, moi je préfère aujourd'hui interpeller les gens sur la situation de travail. Parce que tout l'enjeu de l'ergonomie, c'est de parler du travail, et j'essaie de les faire ressortir de leur représentation de ce qu'est le handicap pour les amener sur la compréhension du travail. Même si on va le voir par la suite, on ne peut pas non plus occulter la personne et les répercussions de sa maladie. Mais dans cette définition, c'est bien ce que je viens de vous expliquer, c'est une personne de ce fait-là qui est atteinte d'une déficience pour laquelle une incapacité a été prononcée, elle n'est pas forcément en difficulté. C'est bien quand l'environnement de travail ne permet pas à l'individu de compenser son incapacité ou de mobiliser ses capacités. Donc on parle de la situation de handicap. Un exemple tout bête, c'est une personne qui est en fauteuil. Alors, c'est cliché parce que je vous dis surtout de bannir cette image-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, si demain, effectivement, elle se retrouve face à un escalier, ça va devenir compliqué. Mais si dans la situation de travail, vous n'avez pas d'escalier, la personne pourra accéder à son poste sans aucun problème. Alors, quelques éléments juridiques, mais je ne vais pas trop épiloguer dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Sachant que si les entreprises aujourd'hui, elles emploient des personnes en situation de handicap, c'est bien pour des raisons juridiques, qui a été amplifié par la loi de 2005 qui affirme le principe de non-discrimination à l'embauche. C'est pourquoi les employeurs devront aménager les postes et les locaux afin que les seules compétences subsistent comme critère d'appréciation. C'est très beau sur le papier. La réalité, elle n'est jamais si simple. Comme je vous le disais, une des problématiques, même si on aborde la question de la situation de handicap et surtout de la situation de travail, on ne peut pas être exclusivement par rapport à de telles situations, être centré exclusivement sur l'environnement, parce que c'est Geneviève Lang qui avait donné cette définition, que ça tend à occulter la personne elle-même, l'expression ainsi que les répercussions psychologiques et identitaires, dont les conséquences sont fondamentales pour son insertion. Oui, le vécu d'une pathologie n'est pas la même d'une personne à l'autre, il y a des phases d'acceptation. Par exemple, vous avez des personnes qui vont être dans le déni de la pathologie, vous avez des personnes... Moi j'ai toujours un exemple comme ça, j'ai beaucoup travaillé sur des gens atteints de sclérose en plaques, et vous avez une personne qui va être atteinte de sclérose en plaques,
Et malgré la pénibilité de sa situation de travail, du fait que ça se passe super bien avec le collectif, du fait qu'elle est hyper heureuse de venir au boulot, de jouer, enfin, toutes les répercussions sociales qu'elle emploie dans sa vie personnelle, et ben elle est super heureuse. Elle va vous dire non mais le handicap, entre guillemets, je m'en fous, enfin, moi je suis bien dans ce que je fais. Et puis ben, vous allez intervenir dans une autre intervention, vous avez une personne qui a la même pathologie, et au bout de 2 minutes, la personne elle va s'écrouler en larmes devant vous. Donc il va falloir apprendre à jongler avec ces aspects-là aussi également. Même si bah, tout l'enjeu c'est quand même de faire sortir les gens des représentations qui sont. Pas au niveau de la personne atteinte elle-même, mais au niveau de son environnement. Parce que vous verrez, et ça sera, on verra ça par la suite, mais aussi en guise de conclusion, c'est dans le regard de l'autre qu'on va modifier les choses. Bah oui, quelques réactions possibles que peuvent varier selon les pathologies. Moi j'ai connu des agents qui avaient un sentiment de honte par rapport à leur pathologie. Il y a un sentiment d'injustice, il y a des sentiments de peur. Bah, et quand on a une pathologie, qu'on vous apprend que, moi je l'ai connu hein, sur un diagnostic, une personne qui me dit bah, je vais mourir. Donc il y a tout ça aussi à prendre en considération. Donc la personne elle va devoir aussi quelque part apprendre à vivre avec cette maladie. Et puis, comme je vous le disais, qu'est-ce qui va vraiment jouer dans l'exclusion? Et ça va être un point vraiment fondamental, c'est toujours, et ce sera toujours le regard de l'autre. Moi, les exemples que je vous mets là, c'est des choses que j'ai connues. Par exemple, les gens ils connaissent pas très bien la maladie, pensent que la personne exagère, pourquoi elle est toujours fatiguée. Moi, j'ai eu le cas avec une équipe qui me disait « Ouais, de toute façon, lui, c'est un feignant, c'est un tir au flanc, il est tout le temps absent et tout ça, jusqu'à ce que la personne, elle ait fallu qu'elle révèle sa séropositivité. » Alors là, on est tombé dans un autre travers, c'est qu'on est tombé, et ce que je précise par la suite, c'est l'évitement. C'est, tu te rends compte, elle est gravement malade et tout ça, si elle se trouve, ne serait-ce qu'en lui serrant la main, je vais tomber malade. Ouais, mais ça paraît drôle, mais c'est des stéréotypes contre lesquels il faut lutter, parce que aujourd'hui, c'est tellement communément partagé que des fois, on a un peu l'impression de se battre contre des moulins, malheureusement. Il y a des agents qui vont se montrer envieux des attentions qui sont accordées. Ouais, t'as vu, lui, on vient lui mettre un bureau en place, t'as vu, on lui a mis un grand bureau et tout ça, c'est dégueulasse, alors que moi, ça fait 15 jours, ça fait 1 an que j'essaie de changer de bureau. Voilà. On a aussi ce type de comportement-là. On a aussi ce que j'appelle, moi, l'empathie exagérée. Oh, bah la pauvre personne, elle va pas bien et tout ça, donc je vais faire son boulot. Donc on la dépouille de son propre travail. Donc on la dépouille de son identité professionnelle. Voilà, c'est des comportements. Il y a aussi la volonté de se substituer à l'autre. Je vais faire à ta place, je vais faire pour toi. Voilà, ça c'est des réactions malheureusement typiques et que je vois régulièrement dans le travail, dans les cas d'insertion de maintien en emploi de personnes en situation de handicap. De même, c'est ce que j'évoquais, hein, une même pathologie peut avoir des répercussions différentes, un vécu et des symptômes différents d'une personne à l'autre. Les symptômes s'expriment plus ou moins fortement en fonction de l'atteinte organique, mais de l'évolutivité de la pathologie. Ouais, ça c'est un piège aussi. Je vous disais par exemple, je suis intervenu plusieurs fois sur des cas de personnes qui ont des scléroses en plaques. Une personne qui a une sclérose en plaques va vous expliquer les répercussions qu'elle connaît dans son quotidien. Quand on arrive sur une nouvelle situation de travail, avec une personne qui peut être atteinte de la même pathologie, il ne faut surtout pas se précipiter dans nos propres stéréotypes qu'on va se construire en se disant tiens, du fait qu'elle ait cette pathologie-là, c'est qu'elle aura telle et telle répercussion. Non, c'est pas vrai. Puis il y a aussi comment la personne, on l'a dit tout à l'heure, c'est comment la personne elle va vivre la pathologie. Donc ça, c'est des pièges qu'on peut rencontrer. Alors ça, c'est un autre gros point que je tiens à souligner. Depuis ce matin, et j'entends beaucoup parler de l'aménagement du poste. Alors effectivement, il faut le faire. On doit le faire. Moi, je suis un fervent défenseur de l'idée qu'il faut sortir de la logique du poste de travail, parler de la situation de travail. Pourquoi? Parce que un poste ne résume pas une situation de travail. Il y a les questions, de parler par exemple ce matin des questions des différentes tâches qui sont confiées. On est bien sur des logiques organisationnelles. Donc il faut sortir, pour moi dans ma pratique quotidienne, j'aime pas parler du poste de travail, je parle d'une situation de travail. Parce que de même, dans la situation de travail, vous allez questionner la question du collectif de travail. Le poste, ça enferme les représentations simplement à les questions de mobilier. Non, il faut sortir aussi de cette logique-là. Parce que quand on reste sur une logique de poste, moi, l'une des craintes, et ce que je vois régulièrement, c'est la stigmatisation du poste. C'est-à-dire que ce n'est pas le poste de l'expert comptable, non, c'est le poste de la personne en situation de handicap. Donc,
rien qu'à travers cette image-là, vous stigmatisez la personne. Un risque aussi, c'est d'occulter les compétences de l'opérateur développées au cours de son activité. Souvent, quand on approche d'une situation de travail, la première chose qu'on demande à la personne, c'est « t'es pas capable de faire quoi? C'est quoi ton incapacité ?» Non, ce que je veux entendre, c'est quoi tes compétences? Tu sais faire quoi? T'aimes faire quoi? Voilà, ça, c'est des choses qui vont m'interpeller. Un autre point, c'est un risque, c'est la stagnation au poste. Oui, on se dit, les entreprises, elles disent, chez nous c'est le cas, hein, ouais, on vient de claquer 15 000 € pour mettre en place son poste de travail. On lui a fait son entretien annuel, le premier truc qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de partir. Ah oui, mais bon, ça fait 10 ans qu'il est sur le même poste en même temps, donc vous avez peut-être fait des frais, mais la personne a peut-être aussi envie d'évoluer dans la structure. Et ça, c'est une crainte que j'ai par rapport à cette approche du poste. C'est pour ça que le poste, il ne résume pas tous les éléments qui déterminent l'activité de travail. Pour ça, sortez, bannissez cette notion de poste de travail. Vous gagnerez à changer les représentations des gens en parlant de la situation de travail. Pourquoi? Parce que ça les obligera à se questionner sur ce qu'il y a aussi en dehors, à ce qui gravite autour. C'est pour ça que des acteurs, il y a un acteur qui est incontournable, qui réussit dans l'insertion, ça va être le collectif. Je vais juste revenir sur le poste, parce que je vais vous donner quand même quelques exemples, je pense que j'ai encore pas mal de... Oui, j'ai encore un peu de temps. On parlait ce matin, je vais faire une petite parenthèse, par exemple, sur... et pourquoi il est intéressant de questionner le travail, et non pas juste simplement le poste, c'est quand on parlait notamment des restrictions d'aptitude. Par exemple, une restriction à port de charge de 5 kg. Nous, ce qu'on constate régulièrement, c'est que les managers, nous, dans notre entreprise, sont souvent démunis par rapport à ça. Donc, ils vont mettre des agents sur des postes, pensant, se disant classiquement, tiens, ben ça, c'est un poste doux. Mais en fait, leur méconnaissance du travail fait que, en fait, on a mis des agents sur des postes, sur des situations de travail qui sont beaucoup plus pénalisantes, qu'elles devraient améliorer leur santé. Moi, j'ai un exemple, on a traité ça la semaine dernière. On a un agent, justement, qui a une restriction en port de charge, donc qui intervient sur des KMV. Alors, ça ne va pas vous parler, c'est un gros organe qu'on met sous le train qui pèse 45 kg. Et avec sa restriction de port de charge, quand vous demandez à l'encadrement vous dit, bah ouais, mais il n'y a pas de souci de toute façon, parce que l'organe, il le met avec un palan sur son poste de travail, et après, il a juste à travailler dessus, donc il ne le porte pas. Et quand on analyse le travail et qu'on regarde ce qui se passe dans la réalité du travail, déjà, on se rend compte que dans l'organisation des stocks, l'agent, s'il veut pouvoir saisir l'organe, à un moment donné, il est obligé de le manipuler à la main. Donc il est obligé de le porter, je rappelle que c'est un poids de 45 kg. Et quand on analyse le travail de ce qu'il est en train de faire sur son poste, on se rend compte que de façon récurrente, il est obligé de manipuler l'organe. Donc il est obligé de le retourner, de le déplacer, de le tourner. Au final, à la fin de la journée, il a quand même manipulé plus d'1,8 tonne. Et quand on demande à l'encadrement, mais vous avez l'impression que c'est un poste doux, l'encadrement vous dit oui, bah oui, il n'y a pas de souci sur ce poste-là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de manutention qui sont. Il y a une vraie méconnaissance du travail par rapport à ça. Et ça, c'est aussi le travail de l'ergonome, c'est de rendre visibles ces aspects-là du travail pour trouver une vraie adéquation entre les capacités de la personne et ce qu'elle devra faire dans son activité. Un autre point, et c'est toujours très rigolo, et pour vous montrer les stéréotypes qu'on a dans la tête, alors les M2, je sais pas, je crois que vous avez déjà eu cet exemple, sur l'exemple d'un cuisinier sourd. Non? Oui? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi c'est un exemple qui m'a beaucoup parlé, ça se passe dans une maison de retraite où il y a un cuisinier qui fait les repas, et puis de façon très récurrente, il y a des retours qu'on dit la bouffe elle n'est pas bonne. Alors la direction s'empare de la question et se dit bon, on va essayer de faire quelque chose pour lui, et ça part d'un bon sentiment sur la question du maintien dans l'emploi. Ils se disent peut-être qu'il y a un problème, c'est au niveau des temps de cuisson, on va lui acheter un minuteur lumineux. Partant de là, on se dit pourquoi pas, à travers les représentations qu'on peut avoir, on se dit c'est pas si bête que ça. Puis ils se disent tiens, ça serait bien quand il doit communiquer avec les personnes dans les étages et tout ça, on va investir dans un système de visioconférence, donc un système tripartite, avec un traducteur en langue des signes. Pourquoi pas? Et puis ils se disent on va penser aussi à sa sécurité, surtout on va mettre une alarme lumineuse. Pareil, si demain il y a le feu et qu'il n'entend pas l'alarme, on sera bien embêté. Partons de là, et si on reste sur des logiques et sur ce type de raisonnement et tous ces stéréotypes qu'on a dans la tête, on se dit ouais, c'est peut-être des bonnes solutions, mais non, ça veut dire qu'on n'a rien compris.
Et un ergonome, il a été faire un diagnostic auprès de ce salarié, et puis il a posé les questions de savoir si les solutions qui étaient envisagées étaient pertinentes. Alors quand on demande au salarié, mais par rapport à un minuteur lumineux, qu'est-ce que tu penses de l'idée? Et là, le mec vous regarde avec un grand sourire en vous disant t'es gentil, puis il vous fait un truc qu'il a au poignet, il dit j'ai un truc, ça s'appelle une montre, et 10 minutes pour cuire des pâtes, c'est 10 minutes à une montre, quoi. Bon, on parle d'un système qui permettrait de communiquer éventuellement aussi avec les gens dans les étages et tout ça. Le mec il dit j'ai absolument pas besoin de ça, on se débrouille très bien entre nous quand ils viennent me voir. Alors ça, par contre, nous en tant qu'ergonome, ça nous interpelle. Tiens, qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent me voir régulièrement? Puis quand on lui parle de la question de l'alarme lumineuse, il vous dit mais attendez, l'alarme est tellement puissante ici que quoi qu'il arrive, dès qu'elle se déclenche, je sens les vibrations. Donc sur un investissement qui était pas loin de 50 000 €, on se dit, en fait, on n'a plus qu'acheter toutes les solutions. Et là, ce qui devient intéressant, c'est de s'amuser à regarder dans l'activité ce qui se passe, dans le travail. Et on se rend compte qu'effectivement, les gens des étages, ils descendent le voir très régulièrement. Il y a un truc que l'entreprise n'avait pas pris en compte, et c'est toute cette question de variabilité. Je vous rappelle qu'on est dans une maison de retraite, et souvent, il y a des prescriptions médicales par rapport aux patients. Tiens, monsieur machin, le médecin a défini qu'à partir de maintenant, c'était régime sans sel. Tiens, madame machin, on est désolé, t'as pas besoin de faire la nourriture pour elle, et malheureusement, elle est décédée. Et le pauvre cuistot, toutes les 5 minutes, alors qu'il est en train de bosser, il y a des gens qui viennent l'emmerder, comme ça, pour lui dire. Alors, ils avaient trouvé un moyen de communication vraiment intéressant, c'est qu'ils communiquaient sur une feuille de papier. Ils écrivaient les questions. Mais moi, je vous mets au défi, préparer un bon repas pour je sais pas combien de personnes, et puis quelqu'un qui s'amuse à venir vous embêter toutes les 5 minutes, à vous donner une nouvelle information. Donc vous imaginez bien l'impact aussi sur la charge cognitive. Et la solution, en fait, elle a consisté en quoi? Elle a consisté à acheter un tableau blanc sur lequel on a marqué les étages avec le nom des personnes et avec les spécificités. Ce qui fait que non seulement le cuistot, on ne l'embête plus, mais en plus, il n'a plus besoin de mémoriser toutes les informations dont il a besoin. Voilà. Mais voilà comment de stéréotypes, et on se dit, bah ouais, mais logiquement, c'est peut-être pas idiot ce qu'ils proposaient, mais c'est encore une fois, ça a été dicté, les solutions, elles ont été dictées par leur représentation. Et il faut sortir de tout ça. C'est pour ça que des acteurs incontournables, c'est le collectif de travail. Moi, j'ai vu des gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui pouvaient être en difficulté sur leur poste de travail, mais qui tenaient absolument à rester. Pourquoi? Parce que ça se passait bien avec le collectif. Et c'est pour ça qu'une action fondamentale, c'est de transformer la représentation du collectif de travail sur le handicap et sur ce qu'est le handicap. Parce que on peut avoir des réticences de la part du collectif, par exemple imposer brutalement la présence d'un travailleur en situation de handicap dans un collectif, sans que celui-ci était associé à la construction de cette intégration. Ouais, on va vous dire quoi? On va vous dire ouais, putain, on va se taper une personne handicapée, va falloir faire le boulot à sa place et tout ça. Non, c'est pas vrai. Il y a peur aussi du coup des régulations et l'apprentissage de la personne. Ah ouais, il va falloir la former, mais bon, elle est handicapée, donc elle va rien comprendre, donc ça va prendre 10 fois plus de temps. Ouais, ça reste des stéréotypes, mais c'est encore une fois des choses qu'on entend. Et puis c'est aussi la peur d'avoir un aménagement de poste qui à un moment donné va se faire au détriment de l'espace collectif. Alors que c'est le collectif de travail qui va favoriser la transmission de l'apprentissage des savoirs nécessaires à la personne pour pouvoir tenir le poste. Et quand on intervient sur une situation de handicap, pourquoi je vous invite à parler de la situation de travail et de questionner la situation de travail? Parce que on se rend compte que améliorer des postes pour une personne en situation de handicap, ça aura forcément aussi à un moment donné, ça peut avoir des vraies répercussions sur le collectif de travail. Moi j'ai un exemple sur le cas de l'insertion d'un salarié sourd qui font tout ce qui est réparation d'écran au niveau du tramway. Vous savez, les écrans, je ne sais pas si vous êtes amené à vous déplacer sur Paris, je crois que vous avez la même chose au tramway ici, qui vous dit le prochain tramway dans 5 minutes, par exemple. Et puis quand l'agent il est arrivé, on a fait une formation de sensibilisation du collectif, et puis on a fait aussi une sensibilisation à la langue des signes, pour leur montrer que c'était un véritable langage. Et de ce fait-là, ce qui a été vraiment intéressant et ce qui nous a interpellés, c'est de voir comment ils se sont emparés de la langue des signes sur le terrain. C'est que dans des situations de travail, des situations à risque, vu qu'ils sont à l'extérieur, des fois c'est très bruyant, ils ne peuvent pas s'interpeller, ils ont beau crier. Mais alors, quand vous avez la circulation parisienne à côté, vous avez le bruit du tramway qui arrive, on ne s'entend pas, plutôt que de verbaliser à l'oral, ils font quoi? Ils s'interpellent aujourd'hui à travers la langue des signes. Donc voilà, il y a une récupération du collectif
de la langue des signes. Donc on voit bien, voilà, on voit bien comment, à un moment donné, agir sur la situation de travail va répercuter sur le collectif. J'ai aussi l'exemple d'un agent, une fois on s'occupait de lui, c'était un agent... Donc je suis en situation de handicap avec les ordinateurs. Une fois on intervenait sur un agent qui était atteint d'une sclérose en plaques, qui intervenait sur des baies informatiques. Tout le monde voit ce que c'est une baie informatique. En fait c'est une colonne dans laquelle on va ranger plusieurs tours. Puis du fait de la pathologie, la personne avait des difficultés de préhension et notamment de port de charge. Et l'idée, elle a été d'acquérir pour lui un petit chariot réglable en hauteur pour pouvoir enfoncer la LDB sans avoir continuer ces phases de préhension. Puis nous, quand on a fait le retour d'expérience suite à la mise en place du poste, et qu'on va voir l'agent, on lui fait malheur, le petit chariot et tout. Il fait, c'est la galère. Alors là, on se dit, merde, j'ai loupé quelque chose, j'ai mal fait mon boulot. On se remet un peu en question. Puis il vous fait, j'arrive pas à l'utiliser. Comment ça? Il fait, ouais, le problème, c'est que tous mes collègues ont trouvé ça super utile. En fait, aujourd'hui, je peux même plus l'utiliser. C'est mes collègues qui sont en train de l'utiliser en permanence. Quelque part, on est content parce qu'on se dit, on a réussi aussi par rapport à ça. Et agir dans une situation de handicap, questionner le collectif, à un moment donné, c'est fondamental pour l'insertion, pour le bien-être de la personne, mais aussi pour questionner le travail. Et questionner aussi, parce que le collectif, il vit aussi cette situation. Et l'approche de l'ergonomie, et l'approche par les situations de handicap, c'est de dire que tous, potentiellement, on est des personnes en situation de handicap. Donc améliorer les choses pour une personne, c'est aussi des fois les améliorer pour tous, et c'est ça qu'il faut faire. Et le grand travail de l'ergonomie, je crois avant toute chose, c'est, moi je l'avais, les M2 je vous l'avais déjà expliqué, moi je suis fervent défenseur de l'idée qu'on n'apporte pas des solutions toutes faites. Les solutions que vous pourrez apporter à l'instant T, par exemple, notamment pour une personne en situation de handicap, à l'instant T, peut-être que du fait de l'évolutivité de sa pathologie, les solutions que vous avez définies à l'instant T plus 1, elles seront plus applicables, elles seront plus vraies. On ne peut pas faire du suivi au quotidien de toutes les personnes, de savoir comment ça va, comment la pathologie elle a évolué, comment ils sont dans l'emploi. C'est pas possible. Humainement, nous, on n'a pas le temps de le faire. Mais là où vous aurez réussi à changer les choses, c'est le jour où les gens y repenseront le handicap à travers la situation de travail. Le jour où vous changerez le regard, et c'est ça qui est fondamental dans notre boulot, c'est de changer toutes ces représentations qui empêchent de... Et je crois que c'est aujourd'hui le grand combat qui doit continuer, qui doit être mené et qu'on doit mettre en évidence, parce que les stéréotypes ils sont nombreux, notamment sur le handicap. Et par exemple, les médias, ils n'en sont pas exempts. L'autre jour, je lisais encore Le Monde, et dans Le Monde, c'était les handicapés. Voilà, comme gros titre. Je me dis, merde, il y a encore du boulot, parce que même les journalistes, ils n'ont toujours pas compris qu'à un moment donné, le débat, il doit être posé autrement. Voilà, que voulez dire d'autre, parce que j'ai pris plein de notes, et puis j'ai parlé, c'est toujours mon habitude. Si un petit point qui est aussi très très important, nous à la RATP on a dissocié l'accessibilité d'un point de vue usager de tout ce qui est insertion maintien dans l'emploi des salariés. Tout ce qui est insertion maintien dans l'emploi des salariés, c'est nous en tant qu'ergonome interne, et pour tout ce qui est question d'accessibilité, il y a une cellule accessibilité. Alors pourquoi je parle de l'accessibilité? Parce que l'ergonomie, c'est aussi des projets de conception. Oui, je vous invite à en faire parce que c'est franchement le pied. Mais beaucoup trop encore aujourd'hui, on est sur quoi en conception pour l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées? On est sur des logiques normatives. Je vais grossir le trait. Pardon. Je vais grossir le trait. L'accessibilité posée en logique normative, ça ne fonctionne pas. Alors je dis pas qu'il ne faut pas mettre un toilette pour une personne en situation, qui peut être éventuellement en fauteuil, mettre un toilette beaucoup plus grand avec une barre d'appui, soit c'est pas complètement idiot, mais il y a un raisonnement aujourd'hui à mon avis qui est qui doit être posé. Je vous donne un exemple concret. Un jour sur un collectif de travail, je suis intervenu sur 2 personnes qui avaient des déficiences visuelles. J'avais une personne qui avait le syndrome de Best et j'avais une personne qui avait le syndrome de Peters. Il faut savoir comment ça se corrige ces aspects-là, c'est que vous avez une personne qui a un besoin fondamental de la lumière naturelle, voire de surenchérir avec d'autres éclairages, pour atteindre un niveau d'éclairement suffisant pour qu'elle puisse travailler. A l'inverse, vous avez une personne, pour elle, le mieux, ça serait qu'elle travaille carrément dans le noir, parce qu'elle a une très grosse sensibilité à la lumière.
Alors comment vous faites cohabiter deux personnes comme ça dans un espace? Et ça questionne l'accessibilité. On fait quoi? On met un variateur et puis 5 minutes on met dans le noir, 5 minutes on éclaire. C'est pas simple. La question d'accessibilité, elle se pose aussi pour nous aujourd'hui, notamment, une des solutions qu'on va envisager de plus en plus, qui est une question d'actualité, c'est la question notamment par exemple du télétravail. Bah, le télétravail, c'est pas, suffit pas de dire tiens, j'allais foutre un ordinateur chez la personne, elle va pouvoir faire le boulot. Non, il faut réfléchir aussi à l'environnement de la personne. Et on constate aujourd'hui, et ça c'est, je pense, un combat qui se doit d'être mené demain, c'est il y a très très peu d'appartements qui sont accessibles. Et l'accessibilité, encore une fois, elle est pensée en termes de normes. Dernièrement, j'étais avec un couple de personnes qui est déficient du visuel et qui a refusé un appart parce qu'ils avaient un nouveau-né. Et ils vous disaient, bah, nous, la problématique qu'on rencontre, c'est que bah, les pièces, elles sont en angle. Et on a peur, à un moment donné, bah, avec les angles, qu'il y ait un risque pour le bébé. Par contre, qu'il y ait un chiotte d'1,50 m, je peux vous assurer qu'ils s'en avaient strictement rien à foutre. Pareil, c'est pas leur problème. Donc aujourd'hui, il faut lutter, certes déjà pour le respect des normes, bah ouais, parce que ce sera déjà un bon point de départ, mais il faut sortir de la logique de l'accessibilité et il faut aller sur de l'adaptable. Il faut aussi, à mon avis, chercher à lutter par rapport à ces aspects-là et prendre ça en compte. Parce que si on reste que sur la logique normative, on n'a pas tout compris. Voilà, je vous remercie pour votre attention.